Bonjour à tous, je suis Michel Monfils, l'auteur de Manuel de survie numérique pour tous, sous-titré Liberté, sécurité, vie privée et minimalisme numérique. Et je vous emmène en balade avec moi pour une série de 10 épisodes qui s'appelle Sur le chemin de la liberté numérique. Et on va se promener ensemble, je vous invite à vous promener avec moi. Alors c'est 10 promenades de peut-être 40 minutes, peut-être 30, peut-être 1 heure. Donc évidemment, vous pouvez écouter cette balado-diffusion, ce podcast en une ou en plusieurs fois. Je vous invite à vous promener aussi, ça fait du bien, si possible, sans vos appareils numériques. Ah, et comment vous allez faire pour m'écouter sans vos appareils numériques? Ah, voilà, c'est ça le truc. Bon, je vous invite en tout cas, à vous promener avec moi autour de 10 promenades sur, comme je viens de l'indiquer, sur le chemin de la liberté numérique, dans le cadre de mon projet survienumérique.com et dans le cadre de mon livre. Et j'aborde des sujets. Le livre, il fait 500 pages, mais c'est il est loin d'avoir tout concernant ces sujets dedans. Il est loin d'être exhaustif. Puis les choses évoluent. Le livre est plus figé, mais le livre, c'est aussi un manuel avec des procédures écrites, ce qui est très très pratique pour l'avoir sous la main toujours. Alors je suis en train de marcher. D'ailleurs là vous pouvez entendre peut-être mes pas sur le bitume. Là je suis sur le bitume, je vais rejoindre un peu un parc. Peut-être que vous allez entendre des bruits de voitures, les bruits de la ville ou les bruits des oiseaux. Alors c'est normal que vous entendiez mes pas. Peut-être que je suis un peu plus lourd que d'habitude. On est tous peut-être un peu lourds. On porte tous des choses ici, dans nos poches, dans nos sacs à main. Et je veux parler justement de cet objet avec lequel certainement vous êtes en train de m'écouter, le téléphone. Parler du téléphone. Alors sur ces 10 épisodes sur le chemin de la liberté numérique, on va aborder énormément de sujets concernant la sécurité numérique, la vie privée, concernant nos données, nos maisons, nos téléphones. On va aborder beaucoup de sujets. Je vais prendre le temps. Je laisserai des moments un peu vides de réflexion ou des moments vides parce qu'il y a du bruit autour de moi. Mais vous inquiétez pas, le but de ces épisodes, c'est pas de la technique. Ce sont des principes, c'est de la philosophie, c'est de la réflexion. On va plonger dans toute une réflexion autour de l'outil numérique qui nous environne, qui aujourd'hui est constamment avec nous. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rester près de la route, je vais me mettre à l'abri sonore et on va pouvoir avoir une discussion bien approfondie autour des téléphones. Je ne les appelle pas smartphones, je les appelle ordiphones. C'est d'ailleurs le mot préconisé, un ordiphone. C'est un ordinateur qui tient dans la poche qui peut éventuellement nous permettre de téléphoner, mais aujourd'hui, la plupart du temps, on ne s'en sert pas pour téléphoner. On s'en sert pour écouter des podcasts, que je préfère appeler des balados-diffusions. On s'en sert pour jouer, on s'en sert pour utiliser 36 000 applications, pour se connecter, pour lire ses mails, pour faire des achats, j'allais dire son shopping, pour faire ses courses. On s'en sert pour 1000 et 1000 choses, et de temps en temps, pour téléphoner. Alors c'est un petit morceau, c'est un petit rectangle qui pèse pas si lourd que ça, en verre et en métal. On sait d'ailleurs rempli de métaux rares, de terres rares. Ça semble anodin, on le sort pour envoyer un texto, mais en réalité, c'est un des objets. C'est un des objets, j'ai plutôt envie de dire, c'est l'objet le plus intrusif qu'ait jamais créé l'humanité. Ouais. Alors on va faire une promenade
Et l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est pas de vous enseigner comment coder, comment programmer, vous rendre informaticien ou configurer des pare-feux complexes ou des outils compliqués que vous ne connaissez pas. L'objectif de toutes ces promenades, ça va être de changer notre regard, de transformer cette marche banale. J'ai un script à la main, vous vous en doutez. J'ai un script, j'ai des mots-clés. Éventuellement, je brode autour, mais voilà. Donc, si je bafouille de temps en temps, veuillez m'en excuser. L'objectif, c'est de changer notre regard, de transformer cette banale marche en une expérience de prise de conscience. Parce que nous vivons dans un monde où la transparence est devenue une menace. Où être vu, être suivi, être connu, vouloir être influenceur sur les réseaux sociaux est devenu la norme. Et paradoxalement, marcher dans la rue ou se promener, là je suis arrivé dans un parc, se promener librement est devenu l'un des derniers actes de résistance potentielle. Mais ce n'est pas assez. Parce que bien sûr, mon corps là, il avance, il marche, les jambes me portent, mais mes données, elles sont figées sur les serveurs de quelques géants technologiques. Et oui, aujourd'hui, nous avons tous un concept que je développe dans le livre, que je pense qui est très important. Nous avons tous un double numérique. Un double numérique qui n'est pas mon vrai moi, bien entendu, qui est un double numérique créé par les géants de la tech, de la technologie, les GAFAM et autres, et qui cherchent à savoir qui je suis, à identifier par des algorithmes ce que je vais faire pour pouvoir me vendre des trucs. Et ça, là, ça reste figé sur des serveurs, la plupart du temps, aux États-Unis. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi, de vous arrêter une minute. Si vous êtes en sécurité, je vous invite à fermer les yeux. Et imaginez que sur cette promenade, si vous êtes sur un trottoir ou dans une forêt ou n'importe où, que vous n'êtes pas seul. À chaque pas que vous faites, il y a des lignes invisibles qui partent de vous et qui véritablement remontent vers le ciel, qui relient votre position précise, au mètre près, à une base de données lointaine. Et il y a plusieurs lignes qui partent de vous. Il y en a une pour votre localisation GPS. Il y en a une pour ce qu'on appelle votre adresse IP, l'adresse de votre téléphone. Une ligne pour votre historique de navigation, tout ce que vous avez fait, il est enregistré, puis il part sur ces serveurs. Une ligne pour tous les contacts qu'il y a dans votre téléphone, et à qui vous avez envoyé des SMS ou vous avez téléphoné. Et puis en fait, il y a des centaines d'autres lignes invisibles. Imaginez en fait une ligne invisible par application qu'il y a sur votre téléphone et qui est connectée et qui est ouverte en arrière-plan. Si vous avez une application Facebook, une application Gmail, une application pour faire des exercices, une application ceci, elles envoient des données vers ces serveurs. Et donc chacune de ces applications, si vous avez 50 applications installées, c'est 50 lignes connectées à des bases de données la plupart du temps aux États-Unis. Mais vous avez aussi la puce Bluetooth, si vous avez votre Bluetooth activé, parce que vous utilisez votre casque, parce que vous utilisez une montre connectée, ce Bluetooth envoie aussi en permanence des données vers des serveurs distants. Et puis éventuellement, si vous vous promenez en ville, vous avez des fils qui vous connectent à chaque caméra de surveillance en ville. Et malheureusement maintenant, de plus en plus aussi dans les campagnes. Imaginez ces lignes qui nous connectent au ciel. Bah oui, tout passe par l'Internet, par les satellites, par les antennes relais. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Peut-être vous êtes dans une foule, si vous êtes en ville, il y a plein d'autres gens. Et donc, à partir de chaque humain, part des tas de lignes vers les antennes relais et le ciel. Chaque personne émet une colonne de données. Nous sommes tous devenus des balises vivantes. Et c'est là que commence notre voyage. Comment, dans ce brouillard numérique, retrouver la liberté de se déplacer sans devenir une simple donnée statistique? C'est ça la question d'aujourd'hui. On est tous reliés à des milliers de données, à des statistiques. Comment retrouver notre liberté? Et ça, c'est ce que j'appelle marcher sans laisser de traces.
Ça nous ramène vraiment à notre histoire ancienne, préhistorique, où on imagine bien qu'il fallait apprendre à marcher sans laisser de traces, justement. Et bien là, les traces, ce ne sont plus les traces que nous laissons avec nos pas sur le sol, ou dans la forêt, ou au bord de la mer, dans la plage. D'ailleurs, ces traces-là, on ne les fait plus parce qu'on marche sur des trottoirs, on ne laisse plus trop de traces. Mais en revanche, on a une trace numérique phénoménale. Alors évidemment, marcher sans trace, c'est pas non plus vouloir disparaître totalement. C'est absolument impossible aujourd'hui. Mais au moins réduire notre empreinte pour devenir une sorte de fantôme, un observateur, plutôt que quoi? En fin de compte, plutôt que quoi? Plutôt qu'un produit à vendre. Parce que le problème, il est bien là aujourd'hui. Les humains sont devenus des usines à données dans un marché gigantissime qu'on appelle le capitalisme. Et là, en particulier, quand on parle du numérique, aujourd'hui, il y a des GAFAM et des géants de la tech qui nous observent. Il y a un mot qui existe, ça s'appelle le capitalisme de surveillance. On parle beaucoup de ça dans le livre, dans les premiers chapitres, avec tous les noms, avec tous les chiffres, avec toutes les statistiques qu'il faut connaître, avec tous les lanceurs d'alerte qui ont expliqué ce qui se passait. Alors pour comprendre la profondeur de ce problème, il faut revenir à l'origine, c'est-à-dire à parler de la vie privée. Parce que c'est quoi au fond la vie privée? On croit que c'est j'ai quelque chose à cacher. Voilà, bah non, c'est pas ça l'identité. Pardon, c'est pas ça la vie privée. La vie privée, c'est être capable de construire son identité, ses pensées, ses relations, sans que quelqu'un d'autre vienne nous observer, les analyser, les prédire ou les manipuler avant même que je les ai formulées. La vie privée, c'est l'espace qui me permet de penser, de réfléchir, de construire ma personnalité. Et ça, c'est hyper important. Alors, je parle beaucoup de la vie privée dans le bouquin. Vraiment, vraiment, c'est très important. Les animaux, quels qu'ils soient, ne peuvent pas se développer sans vie privée. On a besoin d'espace de liberté. Et si on est surveillé constamment, on va changer notre comportement, on ne va pas pouvoir grandir de manière naturelle. On sera dans un monde de surveillance totalitaire à la 1984 avec le Big Brother, le grand frère, qui est là et qui nous empêche de penser. Puis évidemment, on va parler de sécurité, ça c'est très important. On pense souvent aux hackers. Alors hacker est souvent mal utilisé comme on devrait dire les pirates. Les hackers, c'est ceux qui vont aller fouiller un peu dans les codes informatiques et dans tout ça. Mais il y a des bons hackers et des mauvais hackers. C'est pas comme les bons et les mauvais chasseurs. Mais il y a véritablement les hackers qui cherchent à aider, à regarder ce qui se passe dans le système, à dénoncer, par exemple, ou à dire là, il y a des trucs qui clochent ou la sécurité n'est pas adéquate dans votre entreprise. Et puis il y a les black hats, les hackers qui vraiment cherchent à pirater, à profiter des failles dans le système pour gagner de l'argent, en gros, ou pour déstabiliser les sociétés humaines. On pense aussi, évidemment, quand on pense à la sécurité, aux voleurs de comptes bancaires. Évidemment, tout ça, c'est très important, mais le danger majeur, le danger systémique, il est beaucoup plus subtil. En fait, le danger le plus important et systémique, il vient du modèle économique lui-même. Parce que depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, une partie de l'économie mondiale repose sur l'extraction de données. On dit aujourd'hui « data is the new oil ». Alors vous m'excuserez quand je parle en anglais, c'est pas terrible, mais « data is the new oil », ça veut dire les données sont le nouveau pétrole. Parce qu'aujourd'hui, les données rapportent plus que l'industrie du pétrole. Et en plus, l'industrie du pétrole, comme vous savez, c'est une industrie qui est vouée à disparaître. Il y a de moins en moins de pétrole et il va disparaître. En revanche, les données humaines, il y en a de plus en plus et ça a l'air d'être infini. Et là, on va pouvoir, les géants du numérique, s'en mettre plein les fouilles. Sauf que c'est comme Matrix. Dans Matrix, ce film terrible, on apprend que les humains servent de batterie aux machines. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Les humains servent de réservoir de données aux géants de la tech et aux multimilliardaires. Donc aujourd'hui, votre attention, notre attention, nos émotions, nos déplacements. Je fais une petite pause, mon téléphone sonne. Terrible. Voilà mon erreur, désolé. Je ne savais pas que mon téléphone était ouvert, je l'ai coupé. Aïe, 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 aïe. Donc je disais que notre attention, nos émotions, nos déplacements sont extraits, raffinés comme du pétrole et vendus à des enchères publiques. Non, c'est très sérieux cette histoire d'enchères publiques. Dans le bouquin, je parle bien, ce sont les courtiers en données
tout un chapitre sur le sujet, c'est gigantissime. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des clients, nous sommes devenus la matière première. Et en fait, tout ça, ça se fait en coulisses, sans qu'il y ait eu véritablement de choix, sans qu'il y ait eu de vote, sans qu'il y ait eu de démocratie à ce sujet-là. Nous, on continue notre vie peinard, on prend, on prend le bus, on fait nos courses, on discute avec nos amis, et sans se rendre compte que chacune de ces actions est enregistrée, taguée. Taguée, on a mis un tag, c'est-à-dire une étiquette, et classifiée. Ma promenade d'aujourd'hui, mes mots, mes hésitations sont peut-être analysés par un algorithme pour deviner quel type de publicité m'intéresse. Vous croyez que c'est absurde? Alors là, j'avais mon téléphone ouvert. Est-ce que mon micro envoie des données à quelqu'un? La réponse est non, parce que mon téléphone est hyper sécurisé. Mais la plupart des gens, c'est le cas. On en reparlera. C'est malheureusement la réalité folle, absurde, à la 1984 dans lequel on est aujourd'hui. Alors, on pourrait se poser la question aujourd'hui, ouais, on sait tout ça. Mais pourquoi s'en préoccuper? Pourquoi se soucier de tant de choses alors que finalement, j'ai rien à cacher? Cette phrase-là, j'ai rien à cacher, c'est la plus dangereuse de toutes. C'est malheureusement mal interprété. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on cache, c'est le principe même de la surveillance. C'est ça le problème. Si vous permettez à quelqu'un de tout voir, vous lui donnez le pouvoir de tout juger, de tout contrôler, de tout orienter, c'est-à-dire modifier les choses, modifier, vouloir changer votre opinion. Imaginez un instant que vous marchez dans la rue, et puis au fur et à mesure que vous marchez dans la rue, on voit ça dans le film Minority Report, qui est basé sur une nouvelle de Philip K. Dick, qui s'appelle Rapport minoritaire, Minority Report. Et on voit que au fur et à mesure qu'ils marchent dans la rue, il y a des panneaux publicitaires qui changent en fonction des gens. Chaque gens a des publicités différentes et disent « Bonjour monsieur », je crois qu'il s'appelle Anderton dans le film. « Bonjour monsieur Anderton, est-ce que vous voulez ceci ou ça ?» Parce que les panneaux publicitaires, ils détectent, alors dans le film, ils détectent avec les yeux, l'empreinte des yeux, mais en fait, ils n'avaient pas prévu que nous, il n'y a pas besoin de ça, parce que tout est détecté par nos téléphones, par nos Bluetooth, etc. Donc les publicités ciblées. Et le film, en fait, c'était une prédiction, parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Nous voyons tous des publicités différentes sur nos téléphones, ou quand on va sur Internet, ou même aujourd'hui sur nos chaînes de télé, genre Netflix et compagnie, ce sont des publicités ciblées. Les autres gens ne voient pas les mêmes publicités que vous. Ça dépend de vos comportements, de ce qui est analysé, etc. Alors, imaginez que vous prenez dans la rue et puis qu'au fur et à mesure que vous marchez, tout le monde peut voir. Il y a sur les panneaux publicitaires, au lieu d'afficher des publicités, ça dit qui vous êtes. Tout comme dans le film, on voit « Bonjour Monsieur Anderton », ceci, cela, mais tout le monde l'entend. Tout le monde connaît votre âge, il est écrit. Alors, il y a aussi la liste de tous vos achats récents, vos opinions politiques sont marquées. Monsieur Anderton, il vote pour telle et telle personne. Alors, vous n'avez rien à cacher? Pourtant, vous n'avez rien à cacher. Il y a une question, vous n'avez rien à cacher. Est-ce que vous voulez bien me donner le mot de passe de votre boîte mail pour que je puisse lire tous vos mails? Est-ce que vous voulez bien me donner le mot de passe de votre compte Amazon pour que je vois tout ce que vous achetez? Est-ce que vous voulez bien donner votre mot de passe de votre compte Instagram ou Facebook pour que je vois tous vos amis et tout ce que vous échangez avec tout le monde? Votre mot de passe YouTube pour que je vois toutes les vidéos que vous regardez et encore mieux, accès à votre compte pour Google pour que je puisse voir aussi toutes les recherches que vous faites, tous vos intérêts. Alors, toujours rien à cacher. Non, qu'est-ce qui se passe? On se sent nu, on se sent vulnérable. On n'accepterait pas de vivre dans des maisons de verre où tout le monde peut voir. Hein, vous avez toutes les pièces de votre maison, tout est en verre, et tout le monde pourrait voir toute votre famille en permanence depuis la rue. Pourtant, vous n'avez rien à cacher, vous ne faites rien de mal, vous n'êtes pas un criminel, mais ce serait inacceptable. Donc si on refuse de le faire dans nos maisons, pourquoi on accepte de le faire numériquement? Numériquement. Parce que c'est invisible, parce que c'est abstrait, et c'est sur ça qu'ils jouent les acteurs du capitalisme de surveillance. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de rendre cette abstraction visible, c'est de donner une forme à une réalité, et une réalité à ces données qui, comment on pourrait dire, qui volettent, qui flottent autour de nous.
Alors dans cet épisode, on va continuer à se promener, hein. Je vous ai dit, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Aujourd'hui, on va explorer 4 piliers fondamentaux. La vie privée, la sécurité, le minimalisme et la liberté numérique. C'est sur ça qu'est basé mon projet survienumérique.com, c'est sur ça qu'est basé mon livre, évidemment. Et nous allons traiter tout ça, là, c'est-à-dire vie privée, sécurité, minimalisme et liberté, pas comme des sujets techniques isolés, mais comme des facettes d'une même philosophie de vie. C'est cette philosophie que je veux faire passer dans mon projet Survie numérique et dans mon manuel de survie numérique pour tous. Ça, c'est hyper important. Donc, premier sujet, première partie, c'est la vie privée comme espace personnel. La vie privée, c'est quoi? C'est l'espace entre nous et le reste du monde. C'est la cloison mentale, et aujourd'hui on doit dire numérique, qui nous permet de penser, de rêver, de tester des idées sans jugement extérieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans l'ère du numérique, cette cloison, elle a été percée de 1000 petits trous. 1000 petits, comme on dit, pas des chatières, là, des œilletons, là. J'ai oublié comment ça s'appelle, œil de bœuf, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, les petits trucs sur les portes pour voir. On va prendre un exemple, la géolocalisation. La géolocalisation, c'est d'autoriser une application qui est sur notre téléphone à regarder, à savoir où on est, à nous géolocaliser grâce au GPS intégré dans nos téléphones. C'est assez incroyable de savoir que dans nos téléphones, aujourd'hui, il y a un GPS. Je peux aller partout sur la planète et je sais où je suis. Mais si vous ouvrez, par exemple, l'application de météo, souvent, à l'application de météo, on a donné accès à la géolocalisation. Bah oui, parce qu'on veut connaître la météo de là où on est. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lui dire au mètre près? Est-ce qu'on a besoin que notre application de météo, elle sache où je suis dans ma maison et où je marche à chaque instant? Elle a juste besoin de savoir dans quelle ville je suis. Je sais bien qu'il existe des microclimats, mais pas au mètre près quand même. Et de toute façon, ils n'ont pas la prédiction de dire si les gouttes d'eau vont tomber sur votre maison ou celle de votre voisin. Alors, évidemment, c'est intéressant qu'elle sache si vous êtes à Paris, à Marseille ou à Lyon. Et si vous disent qu'il va pleuvoir à Marseille et que vous êtes à Lyon, c'est pas pratique. Mais ces applications, elles pourraient n'avoir accès qu'à une géolocalisation approximative. Et en fait, non, ils vous demandent l'approximation au mètre près. Pourquoi? Parce qu'elle veut croiser vos données de géolocalisation avec d'autres applications. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Hein. C'est pas, j'ai quitté Minority Report et le film de science-fiction parce qu'on est rentré dans la science-fiction. L'application, elle veut savoir, il est passé devant tel magasin à 14h03. Puis il a cherché des chaussures sur tel site à 14h15. Puis il a lu un article sur telle marque à 14h20. Et en quelques secondes, votre application de météo, regardez votre application de météo, elle vend ces données à des annonceurs. C'est écrit dans les conditions d'utilisation. Parfois, c'est quelques centaines. En général, c'est quelques milliers d'annonceurs. En France, on est à quelques milliers. Aux États-Unis, on a plusieurs dizaines de milliers d'annonceurs, ce qu'on appelle des courtiers en données. Et en quelques minutes, il va ainsi faire un profil consommateur précis et construit. Vous vous rappelez ce double numérique dont je vous ai parlé. Et vous n'avez pas cliqué sur acheter ou fait quelque chose, vous avez juste le téléphone dans la poche, vous avez fait ces actions et il construit automatiquement un profil de consommateur précis. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on nomme la surveillance comportementale. Regarde votre comportement. Qu'est-ce que vous faites, à quel moment et à quel lieu? On sait que par exemple un GPS, c'est tous les jours vous passez, admettons, devant telle boulangerie et que vous ralentissez un petit peu, ou tel magasin avec des objets qui vous plaisent, vous ralentissez un petit peu. Bien, si ce magasin il achète des données, et ça se fait presque systématiquement maintenant, il va pouvoir vous offrir des promos et vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres, un jour, dans votre boîte aux lettres numérique évidemment, par email, tout d'un coup, une pub pour le magasin devant lequel vous passez tous les jours et ralentissez un peu, vous dites « Ah, quel hasard !» Vous croyez? Donc en fait, cette surveillance comportementale, ça ne regarde pas en vérité ce que vous dites, ça regarde ce que vous faites inconsciemment. Vous n'avez pas dit « je veux ça » ou « j'aimerais aller dans ce magasin », c'est inconsciemment. Et ces algorithmes, ils vont utiliser ce comportement, cette surveillance comportementale, pour prédire ce que vous allez faire demain. C'est une forme de déterminisme algorithmique. Si le système sait que vous allez acheter tel produit, il peut donc vous montrer une publicité pour ce produit avant que vous n'y pensiez. Vous voyez mon exemple que j'ai donné là. Parfois,
Il vous le propose évidemment pile au bon moment, au bon endroit. Vous dites « Ah, je me sens compris, quelle coïncidence, c'est extraordinaire, je suis flatté ». Et même des fois, vous dites « Ah, c'est trop bien, ils connaissent mes goûts ». En fait, c'est une illusion. C'est ça le piège. Ils ne vous connaissent pas. Ils calculent votre probabilité d'achat. Le but, évidemment, c'est de vous rendre un consommateur, c'est de dépenser votre pognon. Donc la vie privée, c'est quoi? C'est déjà le refus d'être réduit à un algorithme de probabilité. C'est refuser d'être un objet de prédiction. C'est dire mes choix m'appartiennent et n'appartiennent qu'à moi, et ma trajectoire de vie n'appartient qu'à moi. On va regarder les choses d'un autre angle, les conversations. Vous discutez avec un ami en marchant, comme je suis en train de faire avec vous, vous riez, vous chuchotez peut-être un secret. Ouais, mais excusez-moi, mais si vous utilisez WhatsApp ou Messenger pour cette conversation, là je veux dire, vous pouvez discuter, soit côte à côte, vous êtes en train de vous promener, et vos applications peuvent éventuellement vous écouter, mais vous utilisez cette application pour discuter, ok? Vous êtes en train de marcher, et là vous téléphonez à quelqu'un, ou vous écrivez sur WhatsApp ou sur Messenger, et vous dites, c'est pas grave, c'est chiffré. Alors déjà, la plupart des applications ne sont pas chiffrées. Chiffré, ça veut dire, en français, c'est le bon mot pour dire crypté. Hein. Crypté, c'est le mot américain. Mais en français, on dit chiffré. C'est-à-dire que c'est censé être un code secret que seul vous et votre destinataire lit. Mais d'abord, la plupart des applications, elles ne chiffrent pas forcément. Dans le cas de WhatsApp, c'est un bon exemple. WhatsApp, il chiffre les communications, donc on se dit c'est peinard, c'est chiffré, donc c'est secret. Mais en fait, il ne chiffre pas ce qu'on appelle les métadonnées. Et les métadonnées, c'est quoi? Et dans tous les cas, il y a des métadonnées. Hein. C'est qui parle à qui. Donc il sait que vous êtes telle personne et que vous appelez tel ami. Et à quelle heure, évidemment, combien de temps ça dure, où vous étiez et où était votre ami. Et ces métadonnées, elles disent beaucoup de choses parce qu'ils croisent aussi tous vos contacts, tous vos réseaux sociaux, tous les gens à qui vous devenez amis, vous n'avez plus comme amis, etc. Même si le contenu est secret, le schéma de communication est transparent. Imaginez, vous sortez de chez vous et comme par hasard, tous les jours, vous appelez une dame qui n'est pas votre femme dès que vous sortez de chez vous, ou vous appelez votre avocat régulièrement, ou vous appelez un médecin. Donc WhatsApp sait que ce monsieur appelle son médecin, ce monsieur appelle une autre dame qui n'est pas sa femme, etc., etc. Vous comprenez que ils ne savent pas peut-être la teneur de vos conversations, mais ils savent beaucoup de choses sur vos habitudes de vie. Qu'est-ce que vous faites, à quelle heure, qui vous appelez, combien de temps, à quel endroit vous étiez. Et évidemment, ils ont accès à tout ça, ils vont fabriquer un profil avec tout ça, un double numérique. Donc on pourrait dire que le schéma de communication est toujours transparent. Imaginez que vous soyez espionné par une caméra fixée à chaque coin de rue, qui enregistre cette fois non pas votre image, mais toutes vos conversations téléphoniques, toutes vos interactions numériques, et qui les emmagasine, qui les stocke pour toujours. Ça fait peur, hein? Pourtant, c'est ce qui se passe. On se dit, ils ne vont pas mettre des caméras dans les rues qui font ça. Mais vos téléphones le font déjà. C'est normalisé dans le monde numérique, sans qu'on ait accepté, sans qu'on ait voté, sans qu'on ait donné notre avis, sans consultation démocratique. Pourquoi? Entre autres parce que la technologie a évolué plus vite que notre éthique. Parce qu'on a accepté, voilà un mot-clé très important dans l'informatique, une commodité au prix d'une transparence totale. Je vais y arriver. On a accepté une commodité. Ça, c'est le truc. C'est commode. C'est un vieux mot, ça. C'est pratique. Oh, c'est trop bien. J'entends ça à la radio, avec les émissions. On dit, waouh, dingue, ce truc, trop génial, ils ont inventé ça. Vous vous rendez compte, il n'y aura même plus besoin de waouh. Mais la transparence, elle est où? Ce que font ces entreprises de nos données, elle est où? La vie privée, ce n'est pas une option, ce n'est pas facultatif. C'est une condition nécessaire à la liberté humaine. Sans ça, il n'y a pas de liberté de penser, dirait Florent Pagny. Sans elle, nous sommes des enfants surveillés en permanence. On a remplacé... Moi, désolé, je vais faire un petit truc, parler de ma vie personnelle un tout petit peu. Hein. J'ai été élevé dans une famille catholique, religieuse, et avec cette idée que Dieu voit tout le temps.
Et donc on me disait, si tu fais des péchés, même si tu te caches, si tu, en secret, fais un truc, si tu mens, si tu fais un truc sexuel interdit, si tu as des relations sexuelles hors du mariage, si tu voles ou quoi, bah, de toute façon, Dieu, il voit, et tu seras puni. Tu seras puni plus tard. Et ça m'a traumatisé quand j'étais gamin, parce que tu n'as plus d'espace de liberté. Dieu te voit tout le temps. Un gros œil te surveille en permanence. L'œil de Sauron est là, en référence au Seigneur des Anneaux. Vous apprendrez à me connaître, je suis un geek, je le dis dans le livre au départ, c'est pour ça que je parle d'un certain nombre de choses. Big Brother te regarde, le grand frère te regarde. La vie privée n'est pas une option facultative, c'est une condition nécessaire à la liberté humaine. Sans elle, nous sommes des enfants surveillés en permanence et nous perdons notre capacité à expérimenter, à errer, à changer d'avis sans conséquences immédiates. C'est hyper important. J'ai le droit de changer d'avis. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais dans le monde numérique, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, réseaux sociaux ou autres, est enregistré pour toujours et sera retenu contre vous. Vous savez, dans les films américains, ce que dites, machin, sera retenu contre vous. Tout ce que vous dites, à partir de maintenant, ça, vous avez le droit de demander un avocat, mais tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Paf! Alors évidemment la question, le but de ce podcast, le but de survienumérique.com, de ma newsletter, mon infolettre, le but de mon bouquin, c'est comment reprendre possession de cet espace. Ce n'est pas en installant 10 applications de protection, c'est en changeant notre rapport aux outils. Alors la première étape, c'est la conscience, savoir qui collecte quoi. La deuxième étape, c'est la minimisation. Ne donner que le strict nécessaire. La troisième étape, c'est la fragmentation. Ne pas tout mettre dans le même panier. Là, c'est trois choses très importantes en numérique. Qui collecte quoi? Minimisation, fragmentation. Par exemple, fragmentation, utiliser différents courriels pour différentes vies. Je préfère dire courriel qu'email, mais des fois je dirais email. Mais je préfère le français courriel, ça veut dire courrier électronique. Utiliser différents courriels pour différentes vies. Ça veut dire quoi, différentes vies? T'as qu'une vie? Non, on a plusieurs vies. Vie personnelle, vie professionnelle, ma vie de consommateur, ma vie de engagé politique, ma vie de militant dans une association de défense de l'environnement, ma vie de... Et pourquoi j'utiliserais le même courriel pour ces différentes vies? Au risque qu'elles se croisent et que ça crée des parasitages et des graves problèmes de confidentialité. Utiliser différents navigateurs pour la recherche, pour le réseau. C'est-à-dire un navigateur Internet dans lequel je fais toute ma vie, ben c'est risqué. Je peux cloisonner, c'est pas difficile d'avoir un navigateur pour ma vie perso, un autre pour ma vie pro. Navigateur Internet, il y a plein de versions possibles, on peut même faire des profils différents. J'explique tout ça dans plus pratique, mais le but c'est de comprendre cette histoire de fragmentation. Ne pas tout connecter à un compte central unique. Le même mail pour tout, le même compte pour tout. Alors ça prend du temps au début, ça demande un petit effort cognitif au début, parce qu'il faut j'allais dire des fois, il faut décloisonner nos esprits, mais là il faut le cloisonner un peu. Comprendre qu'on a différentes vies, nous sommes plein de personnes différentes. Votre famille connaît un vous qui est différent de vos amis, qui est différent de vos collègues de travail, qui est différent de vos amis du club de sport, qui est différent de vos amis d'enfance, qui est différent de votre avocat, qui a une vision différente de vous que votre médecin, etc. Et vous ne dites pas tout sur tout à tout le monde. Personne ne connaît tout de votre vie. Peut-être, évidemment, il y a des personnes plus particulières, votre conjoint, votre conjointe, mais vos enfants. Mais ne me dites pas que vos conjoints, conjointes savent tout. Et si demain vous apprenez que vous avez une grave maladie, que vous avez une perte financière ou qu'il y a des problèmes au boulot, vous ne leur dites pas forcément tout le temps. Si vous avez du désir pour quelqu'un d'autre, bah, ça reste dans votre vie privée. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'acte. On a le droit d'avoir des fantasmes. On ne va pas tout dire tout le temps à tout le monde. Des choses qu'on a faites, dont on est honteux, qu'on ne veut pas partager, des erreurs de jeunesse ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est très important. En fait, ce petit effort cognitif de cloisonnement un petit peu, il ne s'agit pas de mentir aux gens. Ce cloisonnement, c'est l'effort nécessaire pour garder son humanité intacte. Parce que l'humanité, c'est ça. C'est comme tout ce qui existe sur cette planète, la capacité à évoluer, à changer, à grandir, à s'affranchir. Sans quoi, dès qu'on a fait une faute pour tout le monde, on est fiché à vie, et puis peine de mort pour tout le monde. Dès que tu fais une connerie, paf, peine de mort, terminé. Allez, non, c'est la résilience. C'est ça qui fait. Les humains peuvent changer. Sinon, ça n'existerait pas, les psychologues, par exemple. Alors, je vous invite à réfléchir à ceci. Quelle est la dernière fois où vous avez eu l'impression d'être seul avec vos pensées, sans aucune connexion externe? Sans aucune connexion
externe, seul avec vos pensées. C'est-à-dire pas de gadget numérique autour de vous. Vous promenez sans gadget. Vous êtes chez vous sans truc électronique qui vous relie à des lignes invisibles au ciel. Il y a des chances pour que ce soit il y a pas mal de temps, n'est-ce pas? Pour les plus âgés d'entre nous. Donc comment faire pour redevenir disponible pour soi-même? C'est ça là, c'est un acte de résistance. Que mon téléphone soit éteint pendant plusieurs heures, que je ne me connecte pas sans arrêt pour voir si j'ai des mails, des messages ou des notifications ou des machins. Revenir à soi-même, revenir à l'essentiel. C'est presque spirituel mon truc. Donc voilà, ça fait déjà un moment qu'on parle de vie privée, mais la vie privée c'est pas tout et ça suffit pas. Pourquoi? Parce que la vie privée, elle doit être protégée. Protégée par quoi? Par ce qu'on appelle en informatique par la sécurité. Et c'est ça le deuxième pilier. Vous vous rappelez, vie privée, sécurité, minimalisme et liberté. On finira par liberté. La sécurité, ça doit être une hygiène quotidienne. Ça, c'est la partie numéro 2. Et souvent, le mot sécurité, ça fait peur. En informatique, ça fait peur. On pense aux pirates, on pense aux virus, on pense au chiffrage, le cryptage complexe, des codes longs et incompréhensibles. On pense que la sécurité, c'est réservé aux experts, aux militaires, ou aux gens qui vivent dans des bunkers. Mais en fait, la sécurité numérique moderne ressemble en fait aujourd'hui beaucoup plus à ce qu'on pourrait comparer ça à l'hygiène corporelle, plutôt qu'à la construction d'un château fort. Il ne s'agit pas de construire un château fort, c'est pas possible. Mais il nous faut une hygiène. C'est quoi une hygiène? On se brosse les dents tous les jours, on se lave les mains avant de manger, on ne mange pas de la nourriture avariée ou périmée. C'est basique, c'est une hygiène de vie. C'est des trucs qu'on a appris depuis tout petit. La sécurité numérique, c'est la même chose, ou ça aurait dû être la même chose. On aurait dû nous enseigner des trucs depuis tout petit, comme ne pas utiliser le même mot de passe partout. On vous l'a dit encore et encore. Pas cliquer sur des liens suspects qui vous avez gagné 1 million, un héritage ou quoi. C'est aussi verrouiller son téléphone pour que quelqu'un puisse pas aller prendre mon téléphone et regarder tout sur mon téléphone. C'est éviter le Wi-Fi public, parce que le Wi-Fi public, tout le monde peut y accéder et s'y connecter et voir ce que tout le monde fait. Et même des fois, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un, il a laissé un petit logiciel espion qui regarde tout ce qui se passe sur le réseau, un petit ordinateur dans un coin. Et si vous faites des transactions vers votre banque à partir d'un Wi-Fi public, vous prenez des risques. C'est quoi un Wi-Fi public? C'est dans un magasin ou dans un hôtel ou dans un bar ou quoi, vous connectez au Wi-Fi qui est mis à disposition des clients. Là, vous prenez des très, très gros risques. Ça semble trivial comme geste, mais en fait, tous ces petits gestes, les mots de passe, les machins, les trucs, ne pas cliquer sur les liens, mais les conséquences peuvent être catastrophiques. Ce sont des failles qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Et évidemment, il faut comprendre que la plupart des pirates, ce n'est pas des génies qui vont être capables de casser des systèmes invincibles. On a cette image-là, le mec avec sa capuche, hyper balèze en informatique, il rentre dans les ordinateurs de la CIA comme si de rien n'était, mais c'est pas vrai ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, ils vont utiliser les erreurs humaines. Et aux erreurs humaines élémentaires, un mot de passe un petit peu faiblard qui est réutilisé sur 30 sites, toujours le même, un lien de ce qu'on appelle, alors en anglais, le phishing, ça s'écrit P-H-I-S-I-N-G, phishing, en français c'est hameçonnage, un lien d'hameçonnage. Un poisson veut l'hameçonner, une fois que vous avez attrapé le bout de l'hameçon, vous ne pouvez plus vous en dépêtrer. Vous avez cliqué par erreur dans un mail qui ressemblait être un vrai mail de votre banque ou de je ne sais pas quoi, sur ça, ou vous laissez un téléphone non verrouillé sur un banc, là on prend des gros risques et la catastrophe peut être énorme. Donc la sécurité, c'est avant tout de la rigueur, c'est une discipline quotidienne, en fait c'est une hygiène de vie, c'est des habitudes. Et je vous assure, dans le bouquin, dans ce podcast, dans le site, je vous enseigne des tas de trucs qui vont devenir des habitudes et qui fait que vous n'aurez plus à y penser. Et ça va se faire tout seul. On va prendre l'exemple des mots de passe. Combien de mots de passe vous êtes capable de mémoriser? Non mais en vrai, on nous dit qu'il faut des mots de passe d'au moins 20 avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux et tout. Donc combien vous êtes capable d'en mémoriser? 10, 20 ? Non, évidemment pas, c'est pas possible. Humainement, c'est impossible d'en retenir des dizaines de mots de passe uniques, complexes et différents pour chaque site sur lequel on va. Donc qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils utilisent soit le même mot de passe pour tout, soit des petites variantes, genre mot de passe 1, mot de passe 2, mot de passe 2, mot de passe 3, pardon, mot de passe Amazon, mot de passe Netflix. Non, ça c'est une erreur fatale, parce que dès qu'un site est piraté,
Et comment ça se passe? Bah, les pirates, ils prennent la liste de tous les gens avec, comment vous faites pour vous connecter sur un site. Il y a votre email que vous avez mis, un mail, et puis vous avez mis votre mot de passe. Donc quand ils ont accès à tout ça, bah, qu'est-ce qu'ils se disent? J'ai piraté par exemple Amazon, j'ai tous les mots de passe et tous les emails des gens. Bah, ils utilisent un logiciel qui va reprendre tout. Alors évidemment, quand ils piratent, ils en piratent des milliers, et ils vont avoir un petit logiciel, ils cliquent, et puis ce logiciel, il va automatiquement tester cette combinaison email mot de passe sur, bah, je sais pas, sur Netflix, sur Gmail, sur La Poste, sur plein de sites. Ils vont faire ça, ce qu'on appelle le bourrage d'identifiants. En anglais, c'est credential stuffing, bourrage d'identifiants. Ils vont essayer tout ça. Et tout tombe comme des dominos, parce que si vous avez le même mot de passe, comme vous avez toujours le même mail, on verra qu'on peut avoir un mail différent pour chaque site. Ah, n'ayez pas peur, tout ça se fait très bien. Et donc le même mot de passe, c'est une catastrophe. Et pourtant, la solution est tellement facile. Ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe, ce n'est pas vous qui avez créé votre mot de passe, c'est ce gestionnaire de mots de passe. Il va générer ce qu'on appelle des chaînes aléatoires de caractères impossibles à deviner. Un mot de passe, cette fois-ci, de 30 chiffres, lettres, caractères spéciaux et tout, hyper complexe, différents pour chaque site. Donc vous, en fin de compte, vous n'avez qu'un seul mot de passe complexe à retenir, et il y a des trucs pour ça, celui de votre gestionnaire de mots de passe. C'est beaucoup plus sûr que d'essayer de soi-même de remplir les mots de passe. De fait, vous ne connaissez aucun mot de passe. Si vous avez un programme spécial, et puis en plus, ce qui est génial avec ce programme, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus facile, un gestionnaire de mots de passe, il est rempli tout seul. Dès que vous arrivez sur votre site sur lequel vous voulez vous connecter, paf, le mot de passe se remplit tout seul. Il détecte c'est tel site et il le remplit tout seul. Vous n'avez rien à faire. Donc vous gagnez un temps fou, et en plus vos mots de passe sont hyper balèzes. C'est simple, c'est efficace, et je vais vous dire un truc à l'américaine, c'est non négociable. Le gestionnaire de mots de passe, c'est le premier logiciel qu'on doit savoir utiliser avant d'utiliser son téléphone. Enfin, dès qu'on a un téléphone dans les mains ou un ordinateur, c'est le premier truc qu'il faut savoir, comment sécuriser nos comptes avec un gestionnaire de mots de passe. Il y aura beaucoup plus de trucs que je vous recommanderai, mais ça, c'est un autre truc. Alors, deuxième chose qu'on peut faire hyper simple, hyper important, c'est ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, A2F. N'ayez pas peur avec la technique ici, je vous en parle comme ça, c'est pas pour l'utiliser, il y a des procédures que j'ai sur le site qui sont expliquées avec des tutoriels pas à pas, il y a des formations que je propose sur le site, certaines payantes mais beaucoup gratuites, il y a dans le bouquin tout est expliqué, etc. Alors pourquoi? Parce que votre mot de passe, c'est la clé de la porte. Mais l'authentification à deux facteurs, on dit en français A2F, souvent ils laissent tout le temps en anglais, on voit 2FA, 2FA en anglais, ça veut dire Two Factor Authentication. Mais en français, c'est A2F, ou multifacteur. Et pardon. En fait, souvent sur une porte, on n'a pas qu'un seul verrou, on en a plusieurs. Il y a la clé principale, puis il y a un autre verrou, où il y a le petit truc, je ne sais pas comment ça s'appelle, une petite chaîne qu'on met pour empêcher que quelqu'un force la porte. Quand on ouvre la porte, on regarde qui c'est, puis après on enlève la petite chaîne. Voilà. Donc ça veut dire que si quelqu'un il trouve votre mot de passe, il ne pourra pas rentrer parce qu'il vous faut un deuxième facteur. Et votre deuxième facteur, c'est quoi? Votre deuxième facteur, ça peut être votre téléphone, votre biométrie ou un code temporaire. Mais vous l'avez déjà utilisé, la double authentification. C'est vous allez sur un site, en général sur la banque, et vous envoie un SMS, et ensuite vous devez rentrer un code à 6 chiffres. Ou vous voulez aller sur un endroit, où vous envoie un email avec un code à 6 chiffres, et vous devez le rentrer. Malheureusement, le fait de le faire, je ne vais pas m'étendre sur ça là-dessus, mais par SMS ou par email, c'est une catastrophe, parce que c'est hyper piratable. Mais en revanche, il y a des applications téléphoniques qui servent à ça, qui génère un code sur votre téléphone qui est synchronisé. Toutes les 30 secondes, le code change. Donc pour un pirate, c'est impossible parce que pour aller sur... s'il a votre mot de passe et votre email, il faut aussi qu'il ait votre téléphone et cette application pour qu'il ait ce deuxième petit code à 6 chiffres. Et c'est là où c'est génial. Et en fait, je vais vous dire, rien que d'avoir ça, ça bloque 99% des attaques automatisées. Alors pourquoi pas utiliser ça? Ça vous demandera que quelques secondes à chaque fois supplémentaires. Et encore maintenant, c'est intégré dans les gestionnaires de mots de passe. Par exemple, moi j'utilise le gestionnaire de mots de passe, c'est celui que je recommande, Bitwarden. C'est double authentification et dedans. Et du coup, il met automatiquement mon mot de passe, je clique, il génère le code, je clique, c'est fait. Et en 3 secondes maximum, moins de temps qu'il en faut pour taper mon mot de passe à la main, je suis sur mon site. Donc c'est pas contraignant, ça ne nous fait pas perdre du temps. Et admettons que vous ayez l'application et qu'il vous faut 5 secondes, le temps de regarder c'est quoi le code à 6 chiffres, ces 5 secondes, ça vaut largement pour sécuriser un compte bancaire ou un compte de mail personnel qui contient des années et des années de votre vie privée. Donc la sécurité, c'est pas l'ennui de la contrainte, c'est la garantie
de la tranquillité. Alors attention, nuance avec la sécurité. Une nuance qui est majeure. La sécurité technique, comme on vient de faire, utiliser la double authentification, ne sert à rien si la sécurité humaine est absente. Vous pouvez avoir le meilleur chiffrage du monde et le meilleur code secret du monde, un mot de passe parfait de 50 chiffres, lettres mélangées avec des caractères spéciaux, un serveur méga sécurisé. Mais si vous recevez un email qui dit « cliquez ici pour gagner 1 million », tout s'effondre. Si vous donnez votre code de vérification SMS à quelqu'un qui se fait passer pour le support technique et dit « est-ce que vous pouvez m'envoyer le code que vous allez recevoir sur votre téléphone ?» parce que c'est un pirate qui cherche à se connecter à votre compte et que ça vous envoie un SMS sur votre téléphone et que vous croyez que c'est le service technique. Bam! Voilà. Si vous laissez évidemment votre téléphone déverrouillé sur un bureau public au travail ou quoi, tout s'effondre. Quelqu'un peut installer en quelques secondes un logiciel pirate, etc. Tout s'effondre. Et aujourd'hui, le point faible, c'est pas les trucs de chiffrage et tout. Les petits pirates là, ou même les grands pirates, les hackers russes ou chinois ou je sais pas quoi, ils sont pas capables de déchiffrer vos codes secrets. Il faudrait des ordinateurs gigantissimes pendant des années et des années pour y arriver. Ils utilisent les failles humaines. Et donc c'est là qu'il faut apprendre à reconnaître les pièges. C'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça que j'ai fait le site à la base. C'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est pour ça que je propose mes formations. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut apprendre, par exemple, à remettre en question l'urgence. Qu'on dit « ah vite, c'est urgent, nanana, service technique et tout ». Il faut apprendre à dire non aussi à la facilité immédiate. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que la sécurité, c'est un état d'esprit. C'est une vigilance constante, mais pas paranoïaque. C'est une vigilance lucide. Pour finir sur la sécurité, retenez que la sécurité, c'est pas un luxe, hein. C'est une nécessité de base. Je vous l'ai dit, c'est comme se laver les mains avant de cuisiner, c'est de la sécurité. On sait très bien, on a touché des tas de trucs, on est allé dans des magasins, il y a des tas de bactéries, des microbes, des je sais pas quoi. On va pas mettre de la nourriture dans notre bouche à partir de là. Non, on va se laver les mains. C'est un socle pour notre sécurité, notre santé. Moi, ce dont je vais vous parler, de cette sécurité numérique, c'est le socle sur lequel repose toute la vie privée. Sans sécurité, il n'y a pas de vie privée possible. Parce qu'à ce moment-là, tout est accessible, tout est vulnérable. Donc voilà, on a mis en place le socle de la sécurité. Maintenant, on va parler de ce qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire la façon dont on organise notre présence numérique. Et ça, c'est hyper important. Et donc, on va parler maintenant minimalisme. C'est volet numéro 3, mon 4e pilier de ma méthode survie numérique. Pour moi, le minimalisme numérique, c'est la résistance. Voilà, c'est faire de la résistance. Papy fait de la résistance. C'est mon 3e pilier. Souvent, on parle de minimalisme pour parler de la maison, vous savez, vider les pièces, dégager les placards, moins de meubles, plus d'espace, être zen, machin truc. Vous vous rappelez le truc Marie Kondo, là, il y a eu la mode, là, cette japonaise de tout bien comment ranger, enfin voilà, être zen chez soi. Souvent, on pense à ça, se désencombrer dans la vie, on pense de ça, moins de meubles et tout. Et ça désencombre notre esprit aussi. Ouais, mais là, ce dont je parle, c'est du minimalisme, et c'est très bien dans la vie quotidienne, évidemment, de minimalisme numérique, de notre vie numérique. Juste détail, mon écran d'accueil de mon téléphone ou mon ordinateur, il est encombré, les emails, ils sont triés, est-ce que j'ai des tonnes d'abonnements dans tous les sens, à des newsletters, à des trucs payants même et tout. Chaque application installée sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur mes tablettes, c'est un potentiel collecteur de données. Chaque abonnement actif, c'est un flux de données, un fil de données permanent. Chaque compte social, c'est une identité que je dois gérer, que je dois protéger. 50 applications, c'est 50 portes ouvertes sur votre vie. Le minimalisme numérique, c'est en fin de compte fermer ces portes. C'est supprimer ce qui n'est pas essentiel. C'est revenir finalement à la base, est-ce que j'en ai vraiment besoin, quoi. C'est dire, ok, j'ai pas besoin de suivre cette actualité en temps réel, j'ai pas besoin de jouer à ce jeu gratuit qui me vole mes données, j'ai pas besoin d'être connecté 24 heures sur 24. Vous savez, ça s'applique à moi, je fais beaucoup de... Toujours mettre en application les trucs, évidemment, ça fait des années que je travaille sur ces sujets, que j'ai testé, appliqué, formé, réfléchi, lu. Récemment, je suis tombé sur un méga article qui explique comment, sur son téléphone, parce que nos téléphones sont hyper puissants, installer un petit truc qui coûte une trentaine d'euros, que vous mettez autour de votre téléphone et ça le transforme en manette de jeu, avec des tas de boutons et tout, comme quand j'étais petit.
Et il y a une application qui permet de télécharger tous les anciens jeux d'autrefois qui sont maintenant dans le domaine public, tous les jeux auxquels j'ai joué quand j'étais gamin, et qui pourrait donc pour une quarantaine d'euros transformer mon téléphone en méga console de jeux et rejouer à plein de jeux, les jeux de voiture, les jeux de machin, tous ces jeux auxquels je jouais. Et j'ai commencé à dire tiens, j'installe le truc. Et j'ai commencé à installer, je dis je vais acheter le truc, ça coûte que 30 ou 40 euros, ça va être génial et tout. Et puis au moment de passer à l'acte, j'avais déjà installé l'application, comment on télécharge, des tas de jeux et tout, configuré, mais je n'ai pas encore acheté le petit dispositif qui se met autour. Et là tout d'un coup je dis ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer des heures et des heures à configurer tout ça, à télécharger des jeux et à jouer, alors que tu as un bouquin à écrire, une famille à t'occuper, des tas de trucs à faire dans ta vie tellement essentiels, faire du sport, je sais pas quoi, méditer, se promener, faire le podcast et tout. Ouais, je vais bien m'amuser, mais je sais que je vais y passer des heures et des heures et des heures. Est-ce que ça en vaut la peine? J'ai pas d'autre priorité. Peut-être vous, c'est une priorité, c'est très bien, je la respecte. Mais moi, ma priorité était ailleurs, donc j'ai dit, laisse tomber. Ça va t'apporter plus de temps perdu qu'autre chose. Voilà. Alors c'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur le minimalisme parce que on a été conditionné aujourd'hui à la saturation. La société de consommation, vous savez bien qu'on vit dans une société de consommation, elle nous pousse à posséder, à consommer, à être toujours connecté. Et puis il y a un truc horrible aujourd'hui, ça s'appelle en anglais le FOMO. Vous avez peut-être entendu parler de ça, FOMO, F-O-M-O, ça veut dire Fear of Missing, je crois, Out. Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose. Ben ouais, si je ne suis pas sur Instagram, je vais rater un événement. Si je ne regarde pas X, je vais rater une info. Si je joue pas à ce jeu, je vais être exclu de mon groupe. C'est une pression sociale terrible. Et vous savez que c'est pour ça qu'ils ont inventé les stories. Vous savez que les stories sur Instagram, c'est visible que pendant, je sais pas, 24 heures ou 48 heures. Pourquoi ils font ça? Pourquoi votre story, elle ne reste pas plus longtemps? Pourquoi elle est courte? Parce que c'est pour vous rendre dépendant au niveau de la dopamine et dire il faut que je me connecte tous les jours pour voir la story, parce qu'après je vais rater cette story, elle ne dure pas longtemps. Et donc on vous oblige à vous connecter pour voir qu'est-ce qu'il y a, il ne faut pas que je manque un truc, je vais rater un truc, je vais rater la dernière vidéo virale, je vais rater le dernier truc dont tout le monde parle. Et c'est fait exprès pour hacker nos cerveaux. Ils ont des ingénieurs, ils ont des neurospécialistes pour hacker notre cerveau et pour faire qu'on consomme et qu'on reste connecté au réseau le plus longtemps possible et à leurs applications le plus longtemps possible. Ils manipulent l'esprit humain pour volontairement nous rendre dépendants. Je ne sais pas, il y a des vendeurs de drogue dans les rues et la police leur court après sans arrêt et les met en prison. Et on perd quoi finalement avec ces applications Instagram et compagnie, et TikTok? On perd notre attention, notre capacité de concentration, on perd de la sérénité, on perd du temps. C'est quoi le minimalisme numérique? C'est se réapproprier son attention. C'est choisir consciemment ce qui mérite notre temps et notre énergie. C'est décider de la qualité de nos interactions qui vaut plus que la quantité. Ouais, c'est accepter de passer 10 minutes à lire un livre papier plutôt que de, comme on dit, scroller, défilement infini, de défiler infiniment, sans but, sur un écran, juste pour rien, on n'a rien fait, après on a mal au dos, on a mal à la tête, on est fatigué. Purée, j'ai passé 3 heures à regarder des trucs débiles en fin de compte, au lieu de prendre 10 minutes et de lire un bouquin, ou de faire à manger, de prendre le temps de cuisiner et d'être en meilleure santé ou d'aller faire du sport. Alors comment on va appliquer ces principes de minimalisme numérique concrètement? Déjà, la première étape, c'est faire l'inventaire. C'est prendre son téléphone, regarder chaque icône qu'il y a dans notre téléphone et de se dire « Ok, j'utilise cette application depuis combien de temps? Une semaine? Un mois? Ou depuis combien de temps je ne l'ai pas utilisé plutôt, cette application? Un mois? Plus d'un mois que je n'utilise pas cette application? Allez hop, bye bye, désinstallation de l'application. Faites pas ça demain, c'est maintenant. Regardez vos comptes. Il y a des comptes que vous n'ouvrez jamais. Allez hop, suppression du compte. Regardez vos abonnements. Vous êtes abonné à des tas de trucs. Alors, il y a les newsletters, bien sûr, les infolettres, mais aussi il y a des abonnements payants. Je ne sais pas, moi, Netflix et tout et tout. Allez hop. Est-ce que ça vous apporte une valeur réelle? Annulez, 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 terminez. Plus faire des économies. Nettoyage, grand nettoyage de printemps, on y va. Et croyez-moi, la sensation de légèreté qui en résulte est incroyable. Moi, c'est vrai qu'autrefois, j'étais un grand consommateur de DVD et puis de Blu-ray. Puis un jour, c'était il y a très 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 longtemps, j'ai un collègue qui me dit « Mais pourquoi tu achètes encore des DVD? Tu n'as qu'à t'abonner à Netflix ?» Alors je me suis abonné à Netflix, j'ai découvert, c'était il y a longtemps, hein, au début,
Je dis, mais c'est démentiel ce truc. Waouh, démentiel. Et là, tu consommes. Et puis, je me suis rendu compte que quand j'allais au cinéma ou quand je m'achetais un DVD, on me dit, ah, c'était bien ce film et tout, puis je peux en parler, puis je m'en rappelle et tout. Mais en fait, là, je sais pas, parce que tous les jours, je regarde des trucs. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas vraiment choisi. On met un temps fou avant de choisir un truc et tout. Et pendant des années, ouais, la série qu'il faut pas manquer, trop bien et tout. Et un jour, j'ai fait l'expérience. C'est pas grave, on peut mettre en pause son compte. Et puis, j'ai fait 1 mois, 2 mois, et puis finalement, on a résilié le compte Netflix. Et vous savez quoi? Mais on s'en porte que mieux. Waouh! Bon, bref, je ne sais pas si c'est un peu drastique hein, pour la plupart des gens. Donc, désolé si je vais trop loin. Là, je suis allé trop loin. Je sens que je suis allé trop loin. Donc, je vous assure, quand on supprime des applications comme ça, quand on supprime des comptes et tout, on va avoir une sensation de légèreté. C'est incroyable. On se retire un poids invisible des épaules. On a moins de notifications, moins de distractions, moins de données collectées et plus d'espace pour penser, plus d'espace pour vivre. En fait, on se rend compte que la minimalisation, le minimalisme, c'est pas de la privation, c'est de la liberté. C'est la liberté de choisir ce qui compte. C'est la liberté de ne plus être un produit de masse, mais un individu unique. On arrive au 4e pilier. C'est le sommet de la pyramide. En fin de compte, c'est le plus important. Hein. C'est la liberté. Vie privée, sécurité, minimalisme, et enfin la liberté. C'est quoi la liberté? C'est pouvoir choisir ses outils. Je parle évidemment liberté numérique, hein, je ne vais pas faire la philosophie. Hein. Choisir ses outils, ses protocoles, ses espaces. C'est ne pas dépendre d'un seul fournisseur, c'est utiliser des logiciels libres. J'en parlerai beaucoup dans un autre épisode, on va beaucoup parler de ça, des logiciels libres. Donc des logiciels libres qui peuvent être vérifiés par tous. C'est héberger ses propres services si on le souhaite. Ça peut sembler technique, mais tout ça sera expliqué. C'est tout ce que j'explique, c'est à la portée de tout le monde. Mais la liberté, c'est aussi comprendre, connaître, être éduqué, savoir comment fonctionne la technologie au lieu de l'accepter aveuglément. Plus je comprends, plus je suis éduqué, mieux c'est. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse, justement. Quand je dis « ils », c'est qui? Les géants du numérique, les acteurs du capitalisme de surveillance. Et les « ils » sont bien nommés dans mon bouquin. Il y a des chapitres sur qui sont les vampires. Ils ne s'appellent pas comme ça le chapitre, mais ils pourraient s'appeler comme ça, les vampires de nos données. Les courtiers en données, les géants du numérique, les gouvernements, etc. Et c'est bien nommé, c'est statistique. Il y a les chiffres, il y a les articles de presse, il y a les bouquins qui expliquent tout ça. Tout est dans mon bouquin. Donc, mais les sources. Au lieu d'accepter aveuglément la technologie, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et la liberté numérique, c'est aussi un mot très important, c'est la souveraineté. On parle beaucoup de la souveraineté par rapport à l'Europe et tout, le monde et tout. La souveraineté, on a perdu notre souveraineté parce qu'on ne peut plus faire nos médicaments chez nous, c'est fait en Chine. On ne peut plus faire nos panneaux solaires, on ne peut plus faire nos voitures, on ne peut plus faire nos téléphones. Hein. On n'est plus souverain, on n'est plus libre de nous-mêmes, on est dépendant. Donc la liberté numérique, c'est aussi la souveraineté. C'est le droit de migrer d'un service à un autre sans perdre ses données. C'est le droit de dire non à la surveillance. C'est le droit de construire son propre technosystème numérique. Bah oui, moi je dirais pas écosystème. Hein. Dans le livre, dans le site, c'est pas écosystème. Il n'y a pas beaucoup d'éco là-dedans. J'aime pas que le mot éco soit mis là. Éco, pour moi, c'est nature, c'est écologie. Là, c'est un technosystème, c'est un système, si vous voulez, technologique. Ben voilà. Donc il faut savoir construire son propre système technologique personnalisé et respectueux de nos valeurs. Et c'est possible, et c'est facile. Il faut apprendre, et c'est mon but de vous aider à ça. Alors c'est vrai que je viens de dire c'est facile, c'est pas toujours facile, il faut être honnête. Parce que des fois, certaines alternatives, elles sont moins pratiques dans certains cas. Elles sont moins polies. Le look, l'aspect, c'est moins, permettez-moi le mot, c'est moins sexy des fois. Ça demande un petit effort d'apprentissage des fois. Mais ce petit effort, je vous assure qu'il n'est pas si grand que ça, c'est juste parce qu'on ne nous l'a pas enseigné, on ne nous l'a pas montré, donc c'est quelque chose de nouveau. Bah, cet effort, c'est le prix de la dignité humaine, de la souveraineté humaine, de la liberté. Parce que quand vous utilisez un logiciel propriétaire fermé, comme ceux d'Apple, de Microsoft ou de Google, ça veut dire que vous acceptez que quelqu'un d'autre, aux États-Unis, hein, là, ceux que je viens de citer, en tout cas, c'est aux États-Unis,
TikTok et d'autres, c'est en Chine, mais bref, vous acceptez que quelqu'un d'autre possède votre outil. En fait, vous en êtes que le locataire. Alors que quand vous utilisez un logiciel dit libre ou un service respectueux, vous êtes à ce moment-là un utilisateur souverain. Vous êtes chez vous. Vous êtes libre. Ça a l'air d'être des mots comme ça, mais c'est un vrai modèle de société dont je vous parle. Et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a encore le choix. Demain, ce sera peut-être plus le cas. Alors voilà, on a fait une longue promenade ensemble. Je vous remercie de l'avoir fait en une fois ou en plusieurs fois. On va récapituler un petit peu. On a exploré la vie privée, c'est un espace sacré à préserver. On a parlé de la sécurité et on a vu que c'est une hygiène quotidienne qui est indispensable. On parlera de tout ça dans les épisodes prochains. On a parlé du minimalisme comme une sorte de méthode de libération mentale et la liberté numérique, en fin de compte, comme un objectif, oui, j'ai pas peur de le dire, politique et éthique. Et ces 4 piliers-là de ma méthode survie numérique ne sont pas des étapes séparées, sont interconnectés. On ne peut pas avoir de vraie vie privée sans sécurité, on ne peut pas être en sécurité sans un certain minimalisme, on ne peut pas être libre sans tous ces éléments réunis. Alors c'est un chemin, c'est pour ça que je voulais faire ça en marchant avec vous, c'est un vrai chemin, c'est un cheminement continu. Oui, il n'y a pas de destination finale où vous serez, à un moment donné, vous avez appliqué la méthode de Michel Monfils, et ça y est, vous êtes parfaitement protégé, parfaitement libre. Non, c'est des étapes, c'est des progrès, c'est des habitudes, c'est des améliorations constantes. C'est un cheminement, vous dis-je. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je ne vais pas vous donner une liste de cases à cocher, en tout cas pas tout de suite. Il y en a dans le bouquin, il y en a sur le site. Et on fera des listes à cocher. Je vais juste vous poser une question. Quelle est la première chose que vous allez changer aujourd'hui ? Supprimer une application inutile, changer votre mot de passe principal, prendre 10 minutes pour vérifier vos paramètres de confidentialité dans votre téléphone. Choisissez une seule action, une petite action, mais faites-la. Parce que la liberté, ça ne se décrète pas, ça se construit pas à pas, comme cette petite marche qu'on vient de faire ensemble, pas à pas. Alors dans le prochain épisode, nous allons approfondir les outils concrets. On a bien placé les bases aujourd'hui. On verra quels logiciels, quelles applications, quelles configurations vont permettre de mettre en pratique ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Nous allons parler des messageries, des navigateurs, des gestionnaires de mots de passe. Mais d'ici le prochain épisode, prenez le temps de digérer, prenez le temps de marcher sans appareils numériques, sans petits fils qui vous connectent au ciel. Observez le monde autour de vous. Et rappelez-vous que votre présence numérique, c'est une extension de vous-même. Alors soignez-la, protégez-la et libérez-la. Merci d'avoir marché avec moi. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment. Je suis Michel Monfils, l'animateur du site survienumérique.com et l'auteur de manuel de survie numérique pour tous. Je vous dis à bientôt sur la route de la liberté numérique.